Bonjour à tous, bienvenue à cette première rencontre de l'année sur le thème des nouveautés et actualités 2026 en déclaration sociale nominative. Je me présente, je suis Stéphanie Masson, conseillère en entreprise à la MSA Grand Sud et je serai accompagnée tout au long de cette présentation par mes homologues de Languedoc, Patrick Vernier et Hervé Garcia. Voilà, donc tout d'abord quelques petites consignes pour commencer cette réunion. Donc, nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion en renseignant vos noms, prénoms, raisons sociales et adresse mail afin que nous puissions vous recontacter si nécessaire. En fin de réunion, vous aurez aussi à disposition dans le fil de discussion un questionnaire de satisfaction que nous vous invitons à compléter afin de connaître vos attendus et vos avis sur cette réunion et notre façon de travailler. Nous vous précisons également que vous pourrez consulter très prochainement le replay et les documents de cette réunion sur les sites de la MSA de Languedoc et de la MSA Grand Sud. Donc, pour commencer, un petit sommaire des différents points que nous allons aborder. Donc, en premier, nous parlerons des taux de cotisation, des actualités réglementaires qui sont nombreuses et des évolutions de la DSN. Nous parlerons ensuite des fiches de paramétrage, les FPOC, et ensuite nous parlerons également des arrêts de travail et des modalités déclaratives. Donc, je vais laisser la main à mon collègue Patrick pour aborder le premier point et je vous souhaite une bonne réunion à tous. Bonjour à toutes et tous, donc Patrick Vernier, conseiller en entreprise à la MSA du Languedoc. Et donc oui, merci Stéphanie. On attaque par les toutes premières évolutions de 2026, donc qui concernent le SMIC avec donc un montant qui passe à 12,02 € brut de l'heure et 1823,03 mensuel. Le plafond mensuel de la sécurité sociale, lui, passe à 4005 €. Entre 2025 et 2026, on voit qu'il y a une évolution de 2% du plafond mensuel de sécurité sociale, plafond journalier et plafond horaire. Sur les évolutions des taux légaux et des taux AT. Donc, on vous a mis les différents liens qui permettent d'accéder au site donc de la MSA Grand Sud, la MSA Languedoc et de la MSA nationale, où vous pouvez retrouver les taux de cotisation à appliquer. Ce qui change essentiellement sur 2026, c'est l'évolution du taux de la cotisation vieillesse en part patronale, cotisation vieillesse déplafonnée, qui passe de 2,02% à 2,11%. Et on a quelques changements aussi des taux AT, donc notamment sur le taux accident du travail personnel de bureau. Donc ça, on va y revenir dans les vignettes suivantes. Donc un taux personnel de bureau qui passe à 1,17% pour cette année. Les apprentis, le taux ne change pas, il est identique à celui de 2025. Et le taux accident des travailleurs handicapés des centres d'aide au travail qui, lui, est fixé à 1,61%. Alors, on a fait un petit focus sur ces 3 taux puisque c'est des populations spécifiques et donc c'est toujours intéressant de vous les préciser. Donc ici, on vous a mis effectivement l'intégralité des taux de cotisation en fonction de la catégorie de risque de votre entreprise. Donc vous retrouvez effectivement tout ce qui est culture, etc., les paysagistes, ici tout ce qui est bas de page, donc les taux bureaux essentiellement et les taux spécifiques. Et ça, en cliquant sur le lien précédent, vous arrivez à cette publication-là, donc n'hésitez pas à aller chercher ces informations-là. Donc il nous a semblé aussi intéressant de refaire un point sur les bonnes pratiques du taux accident du travail, avec les 3 rubriques DSN qui sont à paramétrer absolument. Donc au niveau du bloc contrat, donc le bloc 40, on a le code risque accident du travail. On a le taux de cotisation qui correspond au code risque
Et sur le bloc cotisation, vous avez le taux de cotisation qui est à repréciser, hein. Alors, quelques points de vigilance, puisqu'on a certaines exceptions au taux de droit commun qui sont à considérer. Donc, ainsi, au niveau établissement, si votre entreprise bénéficie d'un taux individualisé, vous avez reçu une notification depuis une quinzaine de jours à peu près, hein. Donc, normalement par courrier ou par mail, vous avez pu recevoir cette notification. Donc, c'est le taux qui est applicable uniquement au personnel technique. Exception au niveau des salariés. On revient sur le personnel du bureau, hein. Donc, quelle que soit l'activité de l'entreprise, le taux pour un personnel de bureau, lui, il est fixe. Donc, il se paramètre avec un 6e caractère au niveau du code risque qui est B. Donc, l'exemple ici cité, c'est RA 110B. Voilà. Et là, effectivement, correspondra le taux de 1,17% pour 2026. Voilà. Ici, vous retrouvez tous les taux bureaux en fonction de l'activité de l'entreprise. Et ici, vous avez donc le lien pour accéder à la publication de Net Entreprise. Vous accédez à la table qui vous permet de bien paramétrer votre code risque. Donc, n'hésitez pas, hein, à poser des questions si nécessaire, s'il y a besoin de précision, n'hésitez pas à poser vos questions. Toujours au niveau des bonnes pratiques et toujours au niveau des salariés. Donc là aussi, quelle que soit l'activité de l'entreprise, on a des taux fixes pour une certaine catégorie de population, hein, notamment les apprentis. Donc voilà comment on le paramètre dans la DSN au niveau du bloc contrat. Et effectivement, ça va renvoyer au taux de 1,95%. On a aussi une spécificité pour les stagiaires de la formation professionnelle continue. Les salariés en contrat à durée déterminée d'insertion, les CDDI ou les ateliers et chantiers d'insertion. Pour les salariés en SICAE, les travailleurs et handicapés en ESAT et les administrateurs membres bénévoles d'organismes socio-agricoles. Voilà, donc là, vous avez les codifications à renseigner au niveau des blocs contrats et bien sûr, aller chercher le bon taux qui correspond à ces populations. Sur les taux AT, pas de questions, Hervé? Non, je vois pas. Alors non, on n'a pas de questions. Non, pas de Juste questions. quelqu'un qui nous demande s'il pourra voir les documents. Le support, donc oui, comme indiqué en tout début de présentation, les supports seront mis à votre disposition au terme de la présentation sur nos sites. Ok, donc écoutez, j'enchaîne avec la suppression des taux réduits de cotisation maladie et famille. Donc, ainsi, au 1er janvier 2026, tout salarié est éligible aux cotisations. Donc, cotisation allocation familiale au taux normal de 3,45 avec le code DSN 074. Au complément de cotisation allocation familiale, qui est lui de 1,80%, donc c'est le code DSN 102, code cotisation 102. La cotisation assurance maladie de 7% avec un code DSN 075 et le complément de cotisation d'assurance maladie de 6% avec un code DSN 907. Donc ça, effectivement, en fonction de la rémunération, précédemment, on ne pouvait avoir que de la 0,74 et 0,75. Et là, maintenant, effectivement, à compter de 2026, eh bien, ces cotisations sont dues aussi pour tout salarié et sur la totalité de la rémunération. Alors bien sûr, toujours des exceptions, donc sauf si le salarié bénéficie d'une réduction ou d'une exonération suivante. Donc travailleur occasionnel demandeur d'emploi, les aides à domicile,
les zones de revitalisation rurale, etc., hein. Donc voilà, si vous avez si vous bénéficiez d'aide ou de réduction pour vos salariés, hein, on applique les règles précédentes à la LFFS 2025. Donc c'est-à-dire qu'on reste sur, sur des limites fixées à 2,5 SMIC figées au 31/12/2023 pour le complément maladie et 3,5 SMIC figés au 31/12/2023 pour le complément d'allocation familiale. Voilà. Après, pour les régimes spéciaux encore, hein, SNCF, RATP et les IEG en ce qui nous concerne au régime agricole, on a, voilà, normalement, ils bénéficient également de dérogations à cette nouveauté 2026. Et là, je passe la main eh ben, à toi, Hervé, je crois. Oui, merci Patrick. Bonjour à tous. Donc Hervé Garcia, je suis l'homologue sur les rôles de Patrick Vernier, donc conseiller d'entreprise auprès de la MSA du Languedoc. Et nous allons effectivement poursuivre par une grosse nouveauté, donc l'évolution concernant les réductions générales de cotisations sociales. Donc au 1er janvier, la RGCS est désormais évolue vers la RGDU. Donc c'est la réduction générale dégressive unique. Alors, que dire là-dessus donc? Globalement, donc, on vous partage la nouvelle formule de calcul, hein, avec une évolution dans le paramètre T, hein, qui comprend la totalité des cotisations, où on intégrera désormais les compléments maladie et allocations familiales, hein, à 6 et 1,8%. On verra tout à l'heure le détail des cotisations qui sont comprises, qui sont éligibles à cette réduction et les taux. Voilà, donc on vous a mis la formule, c'est un peu pour la forme parce qu'en général ce sont vos partenaires et éditeurs de logiciels qui paramètrent tout ça. Alors cette formule intègre la nouvelle valeur plafonnée du taux accident du travail, hein, qui est diminuée de 0,50 qui passe à 0,49%. Elle intègre la nouvelle valeur du taux de la cotisation patronale vieillesse plafonnée qui passe à 2,11%. Et ce qui ne change pas, donc, la rémunération éligible donc, à la RGDU inclut la PPV, la prime de partage à la valeur. Alors là, attention, j'ai eu quelques employeurs qui ont été surpris cette année de ne plus avoir de réduction. C'est parce que ça a intégré la prime de partage à la valeur. Et les coefficients spécifiques aux entreprises de travaux temporaires et entreprises avec caisse de congés payés. Voilà. Alors, on va passer cette fois-ci, comme je vous l'annonçais, donc vous avez donc le tableau des cotisations éligibles à la RGDU. Donc ça évolue peu par rapport à la RGCS. Simplement, donc vous avez en vert ce qui change. Donc l'intégration du complément maladie de 6%, l'intégration de la vieillesse déplafonnée qui passe à 2,11% et le complément d'allocation familiale. Voilà, la grosse modification, donc une des grosses modifications et qui était un petit peu attendue par la profession, c'est le cumul de la RGDU avec l'exonération travailleur occasionnel demandeur d'emploi, donc TODE, sur un exercice civil. Donc jusqu'au 31 décembre 2025, la règle était simple, il n'y avait pas de cumul possible sur un exercice civil entre l'exonération TODE et la RGCS. Concrètement, un employeur qui choisissait en début d'année l'exonération TODE, quels que soient les contrats sur l'année civile, il ne pouvait pas bénéficier au terme des 119 jours d'exonération TODE de la RGCS, sauf à renoncer au bénéfice de la TODE. À partir de 2026, un employeur qui bénéficie de la TODE pour un salarié sur une période égale ou inférieure à 119 jours pourra, pour ce même salarié, bénéficier de la réduction générale des cotisations
mais uniquement sur un autre contrat non éligible à la réduction de travailleur occasionnel. Donc là, il y a deux notions. Sur un même exercice civil, il faut que ce soit deux contrats différents, et surtout que le second contrat ne soit pas éligible à l'exonération de travailleur occasionnel. Si ce deuxième contrat est éligible à la réduction, la RGDU ne sera pas applicable sur le second contrat. Par contre, il n'est pas possible qu'un employeur ayant bénéficié de la RGDU sur un premier contrat puisse par la suite bénéficier pour ce même contrat de l'exonération TODE en renonçant au bénéfice de la RGDU. Donc ça encore, c'est dans le cadre d'un seul et unique contrat. Le basculement vers le TODE n'est pas possible et l'employeur pourra seulement continuer à bénéficier de la RGDU sur ce même contrat. Alors, pour essayer d'expliciter tout ça, on vous a donné quelques exemples. Donc, vous les retrouverez sur le support qui sera disponible d'ici la fin de la semaine sur nos différents sites. Alors, premier exemple, on a deux contrats donc, sur une année civile pour un même salarié. Un premier contrat qui court du 1er janvier au 30 septembre et un second contrat du 1er octobre au 31 décembre. Le second contrat n'est pas éligible à la TODE. Donc, le salarié bénéficie sur le premier contrat jusqu'à 119 jours de la réduction de travailleur occasionnel. Et sur le second contrat, l'employeur pourra bénéficier pour ce salarié de la RGDU, car ce contrat n'est pas éligible à la TODE. Deuxième exemple, on a un premier contrat qui court du 1er janvier au 30 septembre d'une année civile et un second contrat du 1er octobre au 31 décembre. Or, ce second contrat est éligible à la TODE. Je vais prendre un exemple classique, c'est des contrats saisonniers du 1er au 30 septembre et un deuxième contrat saisonnier du 1er octobre au 31 décembre. Donc, dans ce cas-là, l'employeur pourra bénéficier pour le salarié de la TODE sur le premier contrat dans la limite des 119 jours. Et sur le second contrat, dans la mesure où les 119 jours sont épuisés sur le premier contrat, il ne pourra pas bénéficier de la TODE, ni de la RGCS, ni de la RGDU, pardon. Alors, la RGDU, c'est parce que le second contrat est éligible à la TODE. Par contre, la TODE, le bénéfice des 119 jours étant épuisé sur le premier contrat, il n'y aura plus de réduction. Donc, dans ce cas-là, pas de réduction, ni TODE, ni RGCS. Alors, je sais, c'est un petit peu rapide comme explication, mais vous pourrez vous poser tranquillement quand vous aurez les supports entre vos mains, vous verrez, ça vous apparaîtra beaucoup plus clair. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Troisième exemple, on a un premier contrat du 1er au 31 janvier, un deuxième contrat du 1er février au 31 août, et un troisième contrat du 1er septembre au 31 décembre. Donc l'employeur peut bénéficier donc pour le salarié de la RGDU et peut bénéficier sur le second contrat de l'exonération de travailleur occasionnel. Alors, on n'a pas précisé, dans le premier contrat, le premier contrat n'est pas éligible à la TO. C'est pour cela que l'employeur bénéficie de la RGDU. Sur le second contrat, qui n'est pas, il peut bénéficier de l'exonération de travailleur occasionnel parce que le contrat y est éligible. Et le troisième contrat, il est toujours éligible à la TODE, donc il pourra bénéficier, si c'est le cas, à la TODE s'il n'a pas épuisé son quota de 110 jours, mais dans la mesure où le contrat est éligible à la TODE, il ne pourra en aucun cas bénéficier sur le troisième contrat de la RGDU. Voilà, donc dans le principe, il faut toujours se poser la question, est-ce que le contrat est éligible à l'exonération TODE? Si c'est le cas, il y a TODE. Si ce n'est pas le cas, il y a RGDU. Et sur le deuxième contrat, toujours pareil, si le contrat est éligible à la TODE, il ne pourra pas bénéficier de la RGDU. La seule façon sur le second contrat pour bénéficier de la RGDU, c'est que le contrat ne soit pas éligible à la TODE. Exemple, un contrat de remplacement, ou si sur le second contrat, le salarié est embauché en CDI.
Quatrième et dernier exemple, donc on a un premier contrat donc, du 1er janvier au 30 avril, un deuxième contrat du 1er mai au 31 juillet et un troisième contrat du 1er août au 31 décembre. Donc sur le premier contrat, le salarié bénéficie de l'exonération travailleur occasionnel, exemple contrat d'usage, donc exonération travailleur occasionnel. Sur le deuxième contrat, le contrat ne bénéficie pas de l'exonération de travailleur occasionnel. Exemple, un contrat de remplacement qui est exclu des exonérations TODE. Donc, dans ce cas, sur le deuxième contrat qui court du 1er mai au 31 juillet, l'employeur peut bénéficier de la RGDU. Enfin, sur le troisième contrat de l'année, il revient un contrat éligible à la TODE, par exemple un contrat saisonnier, pour la taille par exemple, ou contrat d'usage. Donc dans ce cas-là, il peut bénéficier de la TODE dans le maximum des 119 jours cumulés entre le premier contrat du 1er au 30 avril et le troisième contrat. Voilà pour l'ensemble de ces modifications. Donc toujours partir effectivement du contrat. Est-ce qu'il peut bénéficier ou pas de l'exonération TODE? S'il y a un cumul de plusieurs contrats sur l'année, si le premier est éligible à la TODE et le second aussi, le second de quelqu'un pourra avoir la RGDU. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil de Hervé, discussion. on a des discussions, mais pour les SICAE, donc c'est assez particulier. C'est assez particulier, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait 2 personnes qui nous en parlent, mais comme c'est particulier. D'accord. Donc sur ces, effectivement, sur ces spécificités, je pense qu'un contact téléphonique direct avec l'entreprise sera préférable. Donc ne nous en veuillez pas si on ne vous répond pas dans le chat. On vous contactera directement par téléphone. N'hésitez pas. Alors on a probablement vos coordonnées, mais le cas échéant, n'hésitez pas à nous les partager dans la conversation. Mais pour précision, effectivement, c'est une demande qui a déjà été remontée hier soir, puisqu'effectivement, voilà, c'est des statuts très particuliers. Donc c'est une question qui a été remontée à notre national, voilà, pour précision sur le bénéfice ou non de la RGDU pour les néo-statutaires de SICAE. Après, on avait des questions, je continue sur les conditions d'éligibilité pour les travailleurs occasionnels. Donc, tu l'as dit, Hervé, hein, c'est 119 jours par an. Et on nous demande de préciser ce qu'il en est pour les groupements d'employeurs également. Alors oui, les groupements d'employeurs, c'est 119 jours, mais par membre. Voilà. Donc ça, ce sont des dispositions qui concrètement sur l'exonération de travailleurs occasionnels n'ont pas évolué cette année, hein. Donc ce sont les mêmes dispositions que l'année précédente. Alors, on a également une question sur le taux à utiliser pour une secrétaire donc avant 2026. Si, hein, le taux bureau, il existe depuis de très très nombreuses années. Donc effectivement, si le contrat peut être qualifié d'administratif, donc Stéphanie un peu plus haut a reprécisé les postes qui peuvent être qualifiés d'administratifs, hein. Donc pour information, on a je reprends si tu veux. Donc, on avait comme fonction purement administrative, ça serait donc le secrétariat, tout ce qui est accueil, comptabilité, affaires juridiques, gestion financière et ressources humaines. Par contre, pour tout ce qui peut être exercé dans le bureau, mais qui est plus étendu, donc ça peut être par exemple la sécurité, la logistique, l'infographie, les fonctions commerciales, la communication, l'informatique et aussi les fonctions de direction, tout cela, ce n'est pas de l'administratif. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence à ce niveau-là. Et j'ai précisé qu'également, normalement, cette donnée, elle est déclarée au moment de l'embauche, hein. Donc, sur l'embauche, on précise si c'est un personnel technique ou pas. Et ensuite, il peut y avoir une demande de rectification si ce n'a pas été fait au service technique déjà de notre niveau par un message dans votre espace privé. Et ensuite, vous devez faire la rectification sur votre TNSN dans la partie contrat et historique du contrat pour la date des faits. Si vous voulez compléter, peut-être. Alors oui, juste une précision. Donc la définition, hein, du salarié
qui a un statut administratif et strict. Ça veut dire que si un salarié cumule le travail de secrétariat avec un travail technique, qui doit intervenir par exemple dans la gare ou sur le terrain, il aura par défaut le taux technique et non pas le taux bureau. Le taux bureau, c'est vraiment au sens strict sur les quelques activités que tu as parfaitement décrites, Stéphanie. Alors c'est peut-être pour cela que les services ont demandé à l'entreprise d'appliquer un taux technique, mais là il faudrait peut-être avoir un contact téléphonique avec l'entreprise pour avoir la précision. Voilà, je vois qu'il y a une question aussi pour les apprentis. Donc, effectivement, les apprentis, c'est un taux forfaitaire, hein, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Donc, on n'applique pas le taux technique qu'on peut appliquer à un salarié en CDI, mais c'est vraiment des taux qui sont fixés forfaitairement chaque année par décret. Donc, effectivement, là aussi, éventuellement, si vous avez fait cotiser un apprenti sur un taux technique, ben là aussi, c'est à reprendre dans vos DSN, hein, donc en fonction de la rétroactivité qui est possible. Donc là aussi, il faut reprendre sur nos différents sites. Vous avez les taux à tête précédents. Vous pouvez les retrouver également sur internet, hein. Donc voilà, là aussi, il vous appartient de faire les régularisations si des fois vous avez appliqué un mauvais taux pour des apprentis, du personnel administratif ou ce qu'on a vu aussi les autres cas, donc des stagiaires, et cetera, les travailleurs handicapés, hein. Après, Alors, effectivement, n'hésitez pas au besoin à revenir vers nous via vos espaces privés pour qu'on puisse vous repréciser les éléments. oui. Alors effectivement, il y a d'autres questions intéressantes sur la thématique hein, des taux spécifiques. Alors je vois Stéphanie, tu as répondu dans le fil de discussion, on va quand même la partager. Alors, cette information de l'administratif, effectivement, se fait sur la déclaration préalable à l'embauche. L'entreprise nous demande, une fois que ces infos sont renseignées, cela se fait donc en automatique, mais l'entreprise nous dit, si on n'a pas déclaré un salarié administratif sur la DPAE, peut-on tout de même l'appliquer sur le bulletin de paie? Alors, sur le bulletin de paie, moi j'ai envie de dire plus sur la DSN, parce que les bulletins de paie, la DSN découle du bulletin de paie. Alors, oui, sur la DSN, vous pouvez effectivement, par contre, attention, il faut bien le reprendre dans le paramétrage du contrat de travail, à la fois sur le paramétrage du code de risque et sur le taux. Par contre, effectivement, ça risquerait d'être en divergence avec l'information que vous nous avez stipulée dans la déclaration d'embauche. Donc, n'hésitez pas, pour modifier l'information qui a été véhiculée dans la déclaration d'embauche, à nous faire un petit message par votre espace privé pour nous le préciser. Comme ça nous permettra de reprendre nos données qui seront cette fois-ci totalement cohérentes avec votre DSN. Voilà. Il y avait encore une question. Qu'est-ce que j'ai? Jusqu'à quand pouvons-nous remonter s'ils veulent faire un bloc de régularisation là-dessus? Ah. Ça va être dans les délais de la prescription, je suppose. Absolument. Ouais, Tout peut être fait dans le délai de prescription qui est de 3 ans, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que j'avais vu également? Une autre question. Oui, quel est le taux AT du coup? Une personne nous demande pour un gérant, ça va dépendre ou du taux individualisé qui lui est appliqué ou du taux standard par rapport à son activité de l'entreprise. Absolument. Ça dépend de son activité réelle au sein de l'entreprise. Si le gérant effectivement fait du travail de terrain, c'est le taux technique. Donc là, pareil, pareil. pour la secrétaire commerciale, hein. Si son activité c'est secrétaire, c'est un taux administratif, un taux bureau, quelle que soit son activité, hein, secrétaire de direction, secrétaire commerciale. Voilà. Par contre, si elle a une activité commerciale avec son activité de secrétaire, là effectivement, ça serait un taux technique. Mais voilà, si c'est il faut voir un peu quelle est son activité. Voilà, mais si c'est une secrétaire commerciale comme je l'entends, a priori c'est un taux bureau, un taux administratif qui doit être appliqué. Je crois que par définition, le taux bureau se limite, hein, comme l'a indiqué dans le fil de la discussion Stéphanie, se limite et est très strict à ces quelques activités. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. On peut
poursuivre la présentation. Oui. Donc, Allez, on continue. Stéphanie, je te donne la parole. D'accord. Alors, comme nouvelle actualité réglementaire, donc on a également le versement mobilité régionale et rurale. Donc, c'est une contribution qui est applicable en Occitanie depuis le 1er novembre 2025. Vous pouvez retrouver la liste des communes téléchargeables sur le site de l'URSSAF sur un moteur de recherche. Il suffit de rentrer le code postal et vous verrez si la commune est éligible, que ce soit au versement mobilité, au versement mobilité additionnel ou au versement mobilité régional. Et il est actualisé, donc c'est très pratique. Donc, pour ce versement mobilité régionale, le taux est de 0,15% sur la totalité de la rémunération. Donc, toutes les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement sont identiques à celles prévues pour le versement mobilité. Voilà. Pour rappel, une entreprise donc est assujettie au versement mobilité régionale si l'effectif est de 11 salariés et plus dans le ressort de la région ayant instauré le versement mobilité régionale. Donc, le calcul se fait en tenant compte de l'ensemble des salariés inscrits au registre unique du personnel de l'établissement, donc le RUP. Les spécificités, par contre, du calcul effectif du versement mobilité qui tenaient compte du lieu de travail dans certains cas, ne sont pas applicables au versement mobilité régional. Il doit être, comme les autres contributions, déclaré mensuellement et recouvré par la MSA. Et dans la DSN, le code qui s'applique, c'est le code 918, que l'on doit déclarer dans le bloc cotisation individuelle, le bloc 81. Voilà pour ce versement mobilité régionale. Donc, si vous avez un doute, je vous invite à aller vérifier si vous y êtes éligible ou pas. Voilà. Autre point, nous allons continuer. Nous allons parler donc de la fusion Agrica-CPCEA. Donc, au 1er janvier 2026, il y a un paramétrage à modifier pour toutes les entreprises. Donc, sur la DSN, autant pour celles qui déposent au 5 février ou au 15 février. Donc, le partenaire, il y a un code de partenaire qui a changé de P002. Passe à P0223. Donc, il faut l'appliquer pour les DSN à compter du mois de janvier. Vous avez reçu en ce sens une communication faite par Agrica début décembre, dont vous avez une copie ci-dessous. Voilà. Donc, pensez à le modifier. Voilà. Ensuite, nous allons passer autre actualité, la PCITA. Donc, là aussi, gros changement. Jusqu'au 31 décembre 2025, la MSA a été chargée du recouvrement de cette cotisation uniquement pour le personnel cadre des groupements et organismes professionnels agricoles. À compter du 1er janvier 2026, la délégation de la MSA est élargie à toutes les entreprises de la production agricole. Donc, c'est un gros changement. Donc, elle doit être déclarée et versée à la MSA et non plus à Agrica à partir donc, de la paye de la DSN du mois de janvier qui sera déposée dans quelques jours. Par contre, pensez bien que pour toute régularisation pour les périodes antérieures à janvier 2026, c'est Agrica et la CPCEA qui restent collectrices de la cotisation à PCITA, donc hors les groupements pour lesquels nous avions déjà délégation. Donc cette cotisation doit être déclarée sous le code DSN 092, donc à PCITA, cotisation association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture. Le taux est de 0,06% qui est réparti en 0,036 pour la part ouvrière et 0,024 pour la part pour la part patronale 0,036% et pour la part ouvrière 0,0224%. Voilà. Donc si vous êtes dans le cadre des entreprises de la production, cette contribution doit être déclarée dorénavant. Voilà. Autre actualité également, la nouvelle convention pour la FNCA, l'ANEFA, la Provea et ASCPA. Donc, avant, le gros changement, c'est qu'avant 2026, l'éligibilité de ces cotisations reposait sur le code accident du travail, le code que vous devez déclarer dans le bloc 40 040. À partir de 2026, suite à une convention signée entre la FNCA et la MSA, l'éligibilité se base maintenant sur la convention collective principale de l'entreprise que vous déclarez dans le bloc 11 022 de votre DSN. Donc, une liste de conventions collectives donc, a été définie conjointement à la FNCA et est annexée à la convention que vous pouvez retrouver sur Internet. Je pense qu'on peut retrouver cette convention. Voilà. Oui, sur le site FNCA. Sur le site de la FNCA, voilà, effectivement. Ouais, sur le site des partenaires, oui, tout à fait. Voilà, sur le site du partenaire. Voilà.
Ensuite, nous allons encore parler d'une nouvelle actualité, les déductions heures supplémentaires. Donc, à compter du 1er janvier 2026, la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires est applicable aux entreprises de plus de 250 salariés. Voilà. Alors qu'auparavant, c'était limité jusqu'à 250 salariés. Donc, l'effectif, il est apprécié au 31 décembre de l'année N-1, tout établissement confondu, en fonction de la moyenne en cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. Donc, petite précision, donc si l'effectif est inférieur à 20 salariés, la déduction est de 1,50 € par heure effectuée. Si l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés, la déduction est de 0,50 centimes par heure effectuée. Cette déduction, précision, s'impute sur les cotisations patronales, des cotisations de sécurité sociale, contributions solidarité autonomie, FNAL et versement transport. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver plus de précisions sur nos différents sites à ce sujet. Enfin, les évolutions en DSN. Donc, nous avons une nouvelle norme 226.1 qui est mise en place à côté du 21 janvier 2026. Et ci-dessous, vous avez les dates de dépôt du nouveau calendrier de dépôt des DSN à réaliser selon cette norme. Donc, pour tous les mois, vous avez, bon, on est toujours autour du 5 ou du 15 à chaque mois. Et un petit rappel, la DSN annulée en place doit être déposée au plus tard à minuit la veille du jour de ces échéances. Sinon, elle ne pourra être prise en compte. Voilà. On continue. Donc, ensuite, une autre évolution en DSN. Donc, il y a un nouveau compte rendu, le nouveau compte CRM 136 qui va être livré à compter d'avril 2026. Et ce compte rendu a pour but de fournir aux déclarants un compte rendu désynchronisé de dépôt qui va comporter l'ensemble des anomalies des plans qualité sur le mois déclaré et les éventuelles régularisations si des régularisations ont été faites. Donc, il va recenser les anomalies à corriger au plus tôt dans une DSN ultérieure. Il sera plus réduit à J+5 de la date du dépôt, qu'il y ait ou non des anomalies. Et nous avons également toujours le compte rendu métier 130, CRM 130, qui celui-là est transmis à H+4, donc 4 heures après le dépôt, pour permettre rapidement d'analyser les anomalies, de corriger et de déposer une DSN annulaire en remplace si on rentre toujours dans les mêmes critères avant minuit la veille de l'échéance. Donc voilà, des comptes rendus qui sont plus rapide pour vous permettre d'intervenir et de déposer en temps utile une DSN régularisée prenant en compte toutes les anomalies afin que toujours les données soient fiabilisées le plus possible. Voilà pour mon côté. Donc, je vais laisser la main maintenant à Hervé pour vous parler de la suite. Oui, alors je vais juste revenir sur une question que nous n'avions pas encore partagée, relative toujours au cumul de la TODE et de la RGDU. Un employeur qui nous indique qu'un salarié a un contrat éligible à la TODE en début d'année et un second contrat éligible à la TODE en fin d'année. Alors la question est de savoir, est-ce que l'exo-TODE est obligatoire sur le premier contrat? Alors non, ça n'a pas changé. Le bénéfice de l'exonération de travailleurs occasionnels doit être demandé par l'employeur et de façon explicite. Par défaut, si l'employeur ne demande pas l'exo-TODE sur le premier contrat, il bénéficiera de la RGDU. Donc, on va prendre un exemple, contrat du 1er janvier au 30 avril, l'employeur ne demande pas l'exo-TODE, il bénéficie par défaut de la RGDU. Et sur le second contrat, il peut toujours bénéficier de la RGDU dans la mesure où on n'est pas dans un cas de cumul, de cumul d'exonération. C'est toujours la même exonération, donc il peut potentiellement en bénéficier. Voilà. Donc on va reprendre le... Oui, Stéphanie, il te restait juste je me suis aperçue, effectivement, j'en avais oublié, j'avais oublié une nouvelle contribution, effectivement. Donc, c'est la nouvelle contribution conventionnelle 140 et 141. Donc, c'est la 140, c'est la contribution conventionnelle au financement du dialogue social.
l'éligibilité est identique à la contribution au dialogue social, la cotisation SAM. Donc, elle concerne les établissements situés hors Saint-Barth, dont la convention collective est dans la liste suivante. Donc, on a 4 conventions collectives, donc notamment boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie ou hôtel, café, restaurant. Donc, seuls ces établissements seront soumis à cette contribution. Et nous avons également la 141, la contribution conventionnelle à la formation professionnelle. Donc, il y a une éligibilité identique à la contribution à la formation professionnelle, la cotisation 128. Et là, la convention collective, celle qui est concernée, c'est celle, la 1979, pour les hôtels, cafés, restaurants. Donc, c'est des cas particuliers, mais peut-être que dans des cas de prolongement, ces conventions peuvent s'appliquer pour nos entreprises. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tous ces points, toutes ces évolutions? Oui, on a une question d'une entreprise. Où trouve-t-on les comptes rendus métiers? Donc, les comptes rendus métiers, normalement, vous sont remontés informatiquement, hein. Donc, il faut voir avec votre éditeur s'il a mis en place cette remontée de compte rendu métier. Normalement, les éditeurs ont développé ces fonctionnalités. Donc là, c'est effectivement, nous, on reçoit votre DSN, hein, nos traitements informatiques passent, et on notifie les potentielles anomalies de façon informatique. Donc normalement, vous pouvez le retrouver directement sur vos outils DSN ou tableau de bord DSN. Mais voilà, si ça ne remonte pas, à voir peut-être avec votre éditeur s'il a mis en place cette fonctionnalité. Mais normalement, ça a été quand même rendu obligatoire, aussi bien au régime général qu'au régime agricole. Oui, complètement. Effectivement, pour compléter, Patrick, en première intention, il figure sur les tableaux de bord DSN, auxquels vous avez tous accès, et la plus grande majorité des éditeurs l'ont automatisé, donc vous devriez le retrouver effectivement, comme le disait Patrick, sur vos logiciels, hein. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les contacter. Mais par défaut, vous les retrouverez toujours sur le tableau de bord DSN. Voilà, je vois pas d'autres questions. Donc, on va clôturer le chapitre donc, sur les nouveautés réglementaires et sur les taux de cotisation. Et on va faire une aparté sur les fiches de paramétrage. Donc, c'est une problématique récurrente chaque début d'année, hein. À minima, chaque début d'année, il faut vérifier effectivement son paramétrage, donc les fiches de paramétrage pour les organismes complémentaires. Donc, on souhaitait vous faire un petit focus comme chaque année. Donc, où trouver ces fiches de paramétrage? Donc, alors, les fiches de paramétrage, vous pouvez avoir 2 sources. La première source, c'est la MSA, qui va vous transmettre les fiches de paramétrage, mais uniquement pour les organismes de prévoyance pour lesquels nous avons des délégations de gestion. Le cas échéant, c'est les organismes qui gèrent le contrat qui vous les fourniront. Donc, pour les organismes pour lesquels nous avons délégation de gestion, les fiches de paramétrage sont disponibles sur le service en ligne, mes attestations professionnelles de l'espace privé des entreprises. Donc, il faut bien penser à cliquer sur demander une nouvelle attestation, parce que ça ne remonte pas en direct. Il faut demander une nouvelle attestation et ça vous donne le lien effectivement aux fiches de paramétrage. Attention, pour Mutualia, les fiches de paramétrage ne remonteront que sur ce service en ligne. Et pour les autres fiches de paramétrage, alors qu'on est délégation ou pas, vous les retrouverez de toute façon sur le tableau de bord DSN. Et là également, la majeure partie des éditeurs de logiciels l'ont automatisé pour que vous le récupériez directement. Si ce n'est pas le cas, donc vous passez soit par le tableau de bord, soit par le service en ligne, mes attestations professionnelles. Alors, les fiches paramétrage 2026, en ce qui concerne donc la MSA et donc tous les organismes de prévoyance pour lesquels nous avons délégation de gestion, elles ont été éditées le 23 décembre pour la MSA Grand Sud et le 26 décembre pour la MSA Languedoc. Donc, elles sont depuis à votre disposition. Si vous ne les retrouvez pas,
c'est peut-être que la MSA n'a pas de délégation de gestion. Donc, dans ce cas-là, il faut voir directement avec le partenaire. Également, on a une problématique depuis quelques années concernant les taux fixés par Agrica. Donc, le taux fixé par Agrica de façon conventionnelle est à 3 décimales. Simplement, les fiches de paramétrage, et là, c'est une limite technique, n'en prennent que 2. Donc, il est nécessaire de consulter le site Agrica pour voir les taux définitifs à appliquer. Ça nous amène donc aux différents sites partenaires. Donc, les sites dédiés pour consulter les barèmes et la répartition par ouvrière, par patronale. Alors, cette répartition, à MSA, elle ne nous concerne pas directement. Pourquoi? Parce que dans la DSN, la cotisation en branche 59 sur les organismes de prévoyance est cumulée. Donc ne nous appelez pas pour avoir cette répartition. Elle est uniquement disponible sur les sites dédiés et que nous vous invitons à consulter. Donc sur ces sites, vous aurez encore une fois les barèmes, la répartition, les conditions générales des contrats et les tableaux des garanties. Donc pour le partenaire Agrica, vous avez le site massaprév-agricole.org. Donc c'est pour les salariés non cadres de la production agricole et des entreprises du territoire. Et pour les accords nationaux des salariés du paysage, vous avez le site masantéprev-paysage.org. Donc n'hésitez pas à les consulter pour retrouver toutes les informations complémentaires à la fiche de paramétrage. Pour le partenaire Aesio, donc vous avez le site aesio.fr pour les entreprises convention collective des exploitations agricoles du Gard ou de l'Hérault. Voilà. Et de façon générale, pour les autres partenaires, vous aurez les informations sur leur site dédié. Juste une petite précision pour le partenaire Agrica. Depuis l'année dernière, pour ce qui est des entreprises de la production agricole et des entreprises du territoire, il est nécessaire de se créer un espace privé. Les documents ne sont plus en visuel de façon générale sur l'espace public, à l'inverse des entreprises du paysage. Les entreprises du paysage, tous les documents sont accessibles, mais pour les entreprises de la production agricole et entreprises du territoire, il est obligatoire de se créer un espace privé sur le site Agrica pour accéder à la documentation. Donc même nous, MSA, avant on pouvait y accéder et on vous indiquait le chemin pour y aller. Même nous, maintenant, depuis l'année dernière, on n'a plus cette possibilité d'avoir les taux et la répartition et les tableaux des garanties, etc. Donc là, effectivement, c'est obligatoire de vous créer un espace, que l'entreprise se crée un espace privé sur le site Agrica. Voilà, donc je te laisse la parole, Patrick, pour continuer. Oui. Merci Hervé. Donc moi, je vais vous donner quelques informations sur les déclarations des arrêts de travail. Donc certaines informations que vous connaissez, mais que je vous rappelle. Et on a quelques évolutions aussi concernant voilà, la pratique maintenant de nos services santé. Donc première information, la DSN événementielle, qui est obligatoirement réalisé dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt initial. Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a quand même parfois un manque dans cette déclaration. Donc voilà, je vous rappelle que c'est quand même obligatoire. Qu'elle doit être faite uniquement pour les arrêts initiaux et pas pour les prolongations, puisque la prolongation se gère dans la DSN mensuelle. Vous accéderez à la déclaration événementielle s'il y a une reprise anticipée par rapport à la fin de l'arrêt de travail. Et vous ferez également une DSN événementielle en cas de changement de risque. Donc, par exemple, une maladie qui passerait à un risque maternité. Donc là, il sera nécessaire de refaire une DSN événementielle. Donc ça, c'est des règles qui sont connues et voilà, mais qu'on a souhaité vous rappeler également. Donc la gestion d'un arrêt initial dans la DSN mensuelle n'est pas suffisante pour permettre l'indemnisation. Là, effectivement, le service santé ne pourra pas récupérer l'information
puisque ça ne va pas déclencher d'événements dans leur base, en fait. Ce qui change, donc, et qui a été mis en place par ce service normalement depuis fin d'année 2025, c'est tous les salariés déclarés travailleurs occasionnels, alors qu'ils soient en plus déclarés saisonniers ou non, donc travailleurs occasionnels à la date de l'arrêt de travail, doivent bénéficier des règles spécifiques du travail occasionnel pour le calcul de leur IJ-AT-MP. Donc accident du travail, maladie professionnelle. Donc seule l'attestation de salaire avec le cadre C, dûment complété, permet de récolter les informations nécessaires. Donc en plus de la DSN événementielle qui est obligatoire, vous aurez également, dans le cadre d'un travailleur occasionnel qui serait en arrêt, en accident de travail ou maladie professionnelle, à télécharger l'attestation CERFA qui est sur notre site et à compléter le cadre C. Voilà, donc je vous ai mis le lien pour accéder aux documents. Donc ça vous renvoie sur les documents à télécharger. Et donc ce document, vous l'avez ici. Et donc c'est cette partie-là qu'il faudra penser à compléter et à transmettre via les espaces privés des entreprises. Et à défaut de proactivité sur l'attestation, hein, à réception de l'événement d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié Théo, le service transmettra un courrier pour vous réclamer les éléments nécessaires au calcul des IJ. Donc, si vous l'anticipez effectivement au moment de la DSN événementielle, eh bien, les IJ seront réglés plus rapidement aux salariés. Et sinon, effectivement, il y aura le délai qui va courir, le temps d'avoir l'événement, que le service traite le dossier et s'aperçoive qu'il manque les informations et vous adresse le courrier. Voilà, donc pensez-y, parce qu'effectivement, il y a des travailleurs occasionnels. Beaucoup sont déclarés sur les entreprises dans nos MSA. Il change également. C'est les règles d'indemnisation pour les périodes non couvertes entre 2 arrêts de travail maladie. Donc, c'est mis en place à compter du 1er janvier 2026. Et avant, il y avait une tolérance qui maintenant n'est plus mise en place. Donc, c'est-à-dire que les périodes sans prescription médicale ne seront plus indemnisées. On a 2 cas. Effectivement, si l'interruption sans arrêt de travail est inférieure ou égale à 48 heures, les jours non couverts par un avis d'arrêt de travail ne sont pas indemnisés. Mais l'arrêt de prolongation n'est pas soumis au délai de carence de 3 jours. Donc, on va le voir dans la vignette suivante, hein. Par contre, si le délai entre les 2 prescriptions est supérieur à 48 heures, donc la reprise de travail est présumée. Et là, effectivement, pour le deuxième arrêt, du coup, il sera nécessaire de réaliser une nouvelle DSN événementielle. Et donc, du coup, le second arrêt démarrant au moment du jour du second arrêt, en fait, hein, il y aura un délai de carence qui va se mettre en place, un délai de carence de 3 jours. Donc, c'était une tolérance qui était appliquée pour les salariés, mais qui a été alignée sur le régime des non-salariés pour lesquels cette règle était déjà appliquée. Donc, à titre d'exemple, effectivement, vous avez ce schéma avec les petites explications à côté. Donc, effectivement, là, on voit bien que s'il y a un arrêt de 48 heures, il y a la prolongation qui sera indemnisée sans délai de carence. Et par contre, effectivement, si on a une interruption supérieure à 48 heures, donc là, effectivement, il y aura une prolongation, mais il y aura également un délai de carence qui va s'appliquer. Ouais, je ne sais pas si ça appelle éventuellement des commentaires sur ces différentes évolutions.
Mais voilà, pensez-y éventuellement si vous avez des sollicitations à faire auprès du service sur les indemnisations des arrêts de travail. Alors, je vois pas de questions dans le fil de discussion. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole à Stéphanie pour le mot de la fin. Merci. Donc, écoutez, nous arrivons donc au terme de ce webinaire avec, comme vous pouvez le voir, de nombreuses nouveautés et actualités. Nous voulions vous préciser que nous ferons normalement un nouveau webinaire au début du printemps qui portera sur l'opération cotisation manquante en prévoyance, puisque c'est des actions que nous effectuons, nos services effectuent depuis des années à la demande de nos partenaires. Donc, nous reviendrons vers vous pour vous envoyer les invitations quand nous aurons formalisé toute cette présentation. Voilà. Nous allons vous mettre en ligne dans le fil de discussion, si ce n'est pas déjà fait, le questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous invitons à le compléter immédiatement, enfin, dès que vous pouvez. Comme ça, nous aurons votre avis. Voilà, on vous en remercie. Alors, Donc, pardon, je te coupe Stéphanie. Alors, je viens de oui. le publier. Alors, n'hésitez pas à basculer sur les questions-réponses en vedette. Sortez de vos questions et passez sur la question-réponse en vedette pour trouver le lien. Voilà. Je te rends la parole, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, écoutez, moi, il ne me reste qu'à vous remercier donc, pour votre participation nombreuse à cette réunion. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel échange. Je vous rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de réunion, que cette vidéo et le document qui est affilié seront très prochainement sur nos sites. Donc, n'hésitez pas à y retourner parce qu'effectivement, nous vous avons donné beaucoup de renseignements. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonne journée, à très bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir.